Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum. Telle est la réponse du gouvernement à la requête de la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. La participation de la Côte d'Ivoire aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI aura été très fructueuse. Le pays a en effet pu signer 3 accords de prêt de 157 milliards de francs CFA avec la Banque mondiale. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'association Love Kids, fondée par un groupe de jeunes Rwandais. L'organisation œuvre pour venir en aide aux enfants dans le besoin, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais tout d'abord, au Malawi, l'ex-présidente Joyce Banda, de retour dans son pays après 4 ans d'exil volontaire, impliquée dans le plus gros scandale financier de l'histoire du Malawi. L'ancienne chef d'État a vécu successivement aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Son retour est prévu dans les jours à venir et vise à réorganiser son parti avant la présidentielle de 2019. Le président tchadien est le seul habilité à convoquer un référendum, un message à destination de la conférence épiscopale qui exigeait la tenue d'un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le projet de loi sera lui en étude à partir du 30 avril au Parlement. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Le gouvernement tchadien est formel et fustige la prise de position de la conférence épiscopale sur le processus d'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution. Seul le président de la République peut décider de la tenue d'un référendum. Et à l'heure actuelle, la démarche entamée par le gouvernement depuis la fin du Forum national répond aux exigences des textes. La violation constitutionnelle que semble relever la conférence épiscopale sur la base de l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 ne serait qu'une lecture erronée des textes et une incitation à la division des Tchadiens. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée le 11 avril. Le projet de loi qui va consacrer la 4e République avec un régime présidentiel intégral sera en examen au Parlement le 30 avril prochain. Pour les religieux, une adoption par voie référendaire serait plus en conformité avec les aspirations des citoyens. Avant leur requête, l'opposition représentée au Parlement avait déjà décidé de boycotter les travaux de l'adoption. Des membres de la société civile aussi ont émis des réserves sur cette procédure parlementaire. Il y a une situation qui met en mal le bien-être de la population, c'est que les clergés ne peuvent se sentir que concernés. C'est un peu un grand recul par rapport à la démocratie. Donc vous voyez que ça risquerait de mettre en mal la stabilité et la cohésion sociale publique. Là, il faut vraiment regarder avec trop de lucidité et décider dans l'intérêt de la nation tchadienne. Sinon, ce n'est pas bon tel que les choses se passent actuellement. Dans sa déclaration du 21 avril dernier, Maria Mahamat Nour, secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec le Parlement, a appelé les chefs religieux, toutes confessions confondues, à jouer leur partition dans la construction et le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Et cela passe bien sûr par le soutien au processus de mise en place de la 4e. Au Gabon, le président se lance dans la modernisation de l'arrière-pays. Pour ce faire, les autorités ont lancé le fonds d'initiative départementale qui permettra la création d'emplois et d'infrastructures en faveur de la croissance économique. C'est en tout un fonds d'1 milliard de francs CFA en provenance du budget de l'État qui sera utilisé pour chacun des 48 départements avant la fin de l'année 2019. La Côte d'Ivoire poursuit sa stratégie de développement suite à sa participation aux réunions de printemps du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Le pays a pu signer 3 accords de prêt, des accords destinés au secteur de l'agriculture, de l'environnement et au secteur foncier. Des détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Sa participation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aura été très fructueuse. La délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a en effet signé avec la Banque mondiale 3 accords de prêt d'un montant total de 295 millions de dollars, soit environ 197 milliards de francs CFA. L'un relatif donc au financement de la filière donc Anacart, qu'on appelle beurre d'enclave,
Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Le financement destiné au domaine de l'anacarde devrait permettre d'accroître la rentabilité du secteur, d'autant que la transformation apporte plus de valeur ajoutée et d'emplois. Le directeur général de l'agence foncière rurale a pour sa part affirmé que ce financement permettra au bout de 2 ans d'avoir 200 agents du foncier rural formés. Pour la Banque mondiale, c'est une marque de confiance à l'endroit d'un pays qui a fait ses preuves en matière de croissance économique et de productivité agricole. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans 1 mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan. Il est ainsi prévu un projet pour la mise en place de services d'assainissement pouvant répondre aux exigences d'une population qui augmente. À cela s'ajoute le projet de réalisation de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan entrant dans le cadre d'une meilleure gestion de la croissance démographique à l'horizon 2030. La jeunesse au cœur des préoccupations humanitaires au Rwanda. La fondation Love Kids œuvre pour aider les enfants dans le besoin à avoir accès à l'éducation et à de meilleures conditions de vie. Il s'agit principalement d'enfants issus de familles très pauvres, des orphelins ou encore des enfants de la rue à Kigali. Découverte dans ce reportage de Fraterne d'Akaï Senga. Jean-Claude Mouhir est un jeune Rwandais de 27 ans qui a perdu ses parents à l'âge de 12 ans et depuis il a mené une vie difficile. Il dirige actuellement un groupe de jeunes qui travaillent pour fournir de l'aide aux enfants nécessiteux du district de Nyarugenge dans la ville de Kigali au Rwanda. Ces jeunes ont créé une fondation Love the Kids qui rassemble des enfants de la rue, des orphelins et d'autres enfants des plus nécessiteux pour leur fournir un soutien en matière de scolarité, des soins de santé et particulièrement un soutien émotionnel. On a créé cette fondation parce qu'on voulait apporter notre soutien à ces enfants qui sont, qu'on le veuille ou non, le futur de ce pays. Notre équipe est composée de volontaires qui avons nous-mêmes connu des difficultés de ce genre durant notre enfance. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un orphelinat après mes études, une période qui fut très difficile pour moi. C'est à l'orphelinat que j'ai compris que j'allais passer mon temps avec les enfants, à parler de matériel aux enfants. On accompagne également leurs familles respectives. On leur enseigne la protection de l'enfant malgré la situation familiale, surtout en cas de conflit. Ces jeunes volontaires utilisent le storytelling pour dénoncer le mauvais traitement à l'encontre des enfants au sein des familles et pour sensibiliser le public rwandais à bien les encadrer. La détection des talents est aussi l'un des moyens utilisés par ces jeunes pour la réintégration de ces enfants, surtout ceux de la rue. J'ai un jour réalisé un film documentaire qui a même eu un succès international où je parlais d'une jeune fille de 12 ans qui a été récupérée de l'orphelinat par une famille de bienfaiteurs. Arrivée à la maison, la fille a subi toute forme de violence et fut violée par le père de famille. Ceci a été inspiré d'une histoire vraie. Nous avons beaucoup d'autres histoires similaires mais qui ne sont pas connues du public. Notre fondation se veut une voix qui dénonce les problèmes autour du bon encadrement de l'enfant sous de faux prétextes. Il faut qu'on apprenne à entretenir le futur de ce pays que sont ses enfants. En 2010, le Rwanda a décidé de fermer progressivement tous les orphelinats jusqu'en 2014 et que les enfants seraient adoptés ou accueillis par des familles. Cette décision faisait suite à une déclaration des Nations Unies selon laquelle chaque enfant a le droit de grandir dans une famille, d'autant plus que les recherches ont montré que 70% des enfants pris en charge par les orphelinats au Rwanda avaient encore des familles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.